Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous de la fraternité. Bonsoir à notre mère, chère bien-aimée Massiata Blanc. Bonsoir à Nazima Drabo. Et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Et c'est toujours un plaisir que de vous retrouver chaque soir pour que nous puissions faire notre voyage intellectuel durant lequel nous essayons de faire un tour de l'actualité politique de la Côte d'Ivoire et quelquefois même de l'Afrique et du monde. Et nous profitons de temps à autre pour faire des incursions dans l'histoire et essayer de nous cultiver sur tous les bords. Et donc je vous dis bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous que nous tenons tous les jours, tous les soirs. Et aujourd'hui nous sommes le mardi 1er juin 2021. Il faut dire que la titrologie de ce mardi est très précise sur la date du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Le président du collectif des victimes insiste toutefois que l'ancien président ivoirien soit mis derrière les barreaux dès son arrivée en terre ivoirienne. La titrologie de ce mardi fait un écho assez large de la date consensuelle du retour effectif de Laurent Gbagbo à Abidjan. Gbagbo, le grand retour, jeudi 17 juin à 14h GMT, annonce d'entrer le nouveau réveil. Laurent Gbagbo rentre le 17 juin 2021, poursuit le journal Dernière Heure. 17 juin, Gbagbo arrive, indique pour sa part le temps, avant d'ajouter « La fièvre monte dans les partis ». Gbagbo arrive le 17 juin, martèle le quotidien d'Abidjan. Le journal indépendant titre pour sa part « Gbagbo, c'est fait », puis de faire remarquer ce qui a été fait pour lui hier. Son autre confrère du groupe Olympe, c'est-à-dire le journal L'Inter, précise par ailleurs la maison de Gbagbo identifiée, son compte en voie d'être dégelé, ce que Ouattara prévoit. Ce retour au bercail du fondateur du FPI n'est cependant pas perçu de la même manière dans toutes les officines politiques. Le RHDP dit oui au retour de Gbagbo, mais dans la discipline. Note le journal Le Jour Plus. À propos de ce retour de Laurent Gbagbo, Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, annonce les couleurs. Le RHDP ne connaît pas ce qu'on appelle le mot peur. Tikendia dit ses vérités crues, croit savoir l'Inter. Bictogo réveille les démons de la haine, s'inquiète le bélier. Les Gors craignent déjà des violences en leur sein. Apprend-on de leur rassemblement? Génération nouvelle, journal proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume dénonce pour sa part le chantage du RHDP qui menace la cohésion. Docteur Assouan Adou, secrétaire général du FPI Pro Gbagbo, conseille de son côté aux militants de son parti: ne répondez pas à la provocation. Les assurances de Kakabe, ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, sont relayées par de nombreux journaux. C'est toutefois le timing exact que choisit l'armée ivoirienne pour accroître ses effectifs. 3000 militaires seront recrutés. Plaque à sa une le Patriote, le journal proche du pouvoir. L'armée recrute pour 3000 places, poursuit l'expression. Aucun pouce ne sera cédé aux ennemis de la paix, prévient le général Lansana Doumbia, le chef d'état-major, dans les colonnes du journal Le Patriote. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, c'était plus ou moins les titres les plus saillants de l'actualité de ce 1er juin. Et nous continuons toujours, avant de finir de planter le décor, nous tombons directement
dans un fait qui est un fait divers et qui concerne Simone Yves Gbagbo, la musculation et sa posture dans le FPI. Et donc, le titre de l'article en question est le suivant. Célébration des 76 ans de Laurent Gbagbo. L'absence de Simone et de ses deux filles au centre des polémiques. Des partisans de Laurent Gbagbo ont célébré hier, 31 mai 2021, les 76 ans de l'ex-chef d'État ivoirien. Cette célébration s'est déroulée à Cocody et a vu la présence de la majorité des cadres du FPI Gore, ainsi que tous les sympathisants et partisans de Laurent Gbagbo, comme rapporté dans un précédent article. C'est au cours de cette cérémonie que l'ancien ministre Assoua Adou a annoncé le retour de Laurent Gbagbo pour le 17 juin 2021. Sauf que pendant cette fête qui s'est déroulée dans une ambiance de joie, l'absence de Simone Gbagbo et de ses deux filles s'est fait remarquer. Une absence qui a créé le débat dans le cercle des partisans de Laurent Gbagbo. Pourquoi l'ancienne première dame et ses jumelles n'étaient pas présentes à cette cérémonie de célébration des 76 ans de Laurent Gbagbo? Des sources proches du FPI, fondées par Laurent Gbagbo, confient que l'ex-première dame a préféré se mettre à l'écart de cette cérémonie organisée par les femmes du FPI parce que n'étant pas impliquée. En tout cas, cette absence remarquée de Simone, la musculation, et de ses filles hier à cette cérémonie de célébration des 76 ans de Laurent, alors que son retour est annoncé pour le 17 juin prochain, crée de vives polémiques au sein des partisans de Simone et ceux de son mari Laurent Gbagbo. Par ailleurs, d'autres s'interrogent sur la place de Simone Gbagbo, clairement mise à l'écart depuis le retour de Katina Koné. À l'accueil de l'ancien président le 17 juin prochain, quand on sait qu'il rentre avec sa deuxième épouse Nadi Bamba. C'est donc une affaire à suivre. Et ce que nous pouvons dire concernant cette histoire, c'est qu'en réalité, comme le disaient certains journaux, il y a une forte dose de violence même au sein même du FPI. Ils essayent de se donner une bonne mine et de faire croire que tout va bien, alors que véritablement la demeure est en péril du côté du FPI Gore. Et Simone ne digère pas du tout le fait qu'elle ait été mise en quarantaine relativement à toutes les activités de son parti, mais encore digère-t-elle plus mal le fait aujourd'hui qu'elle est une épouse isolée, une épouse ignorée et une épouse, je dirais même, qui est complètement vilipendée par son propre mari qui est Laurent. Et ça s'était fait donc qu'elle avait demandé qu'à défaut de demeurer dans son titre d'épouse, elle avait bel et bien négocié que Laurent Gbagbo puisse lui donner la direction du FPI pour qu'elle en soit la présidente et donc la future candidate, et que c'est à ce seul prix-là qu'elle aurait négocié leur divorce. Et donc c'est une épouse frustrée, c'est une épouse qui se sent complètement dans le désarroi vis-à-vis de tout ce qui se passe autour d'elle. Et aujourd'hui, elle en est à regretter sincèrement ses mauvais choix dans la vie. Mais comme vous savez, c'est des personnes qui ne prennent jamais conscience et c'est des personnes qui pensent qu'avec la haine, elles peuvent résoudre tous leurs problèmes. Malheureusement, nous assistons à une scène de ménage qui ne fait vraiment pas honneur à des anciens dirigeants. Mais malheureusement, telle est la réalité chez ces personnes-là qui n'ont vraiment pas de valeur morale ou bien même de référentiel en termes de qualité morale. Et donc, voilà comment ça peut se terminer. Nous continuons avec un sujet qui est à la fois révélateur du climat ivoirien, mais en même temps aussi qui doit nous interpeller pour accentuer la sécurité dans le pays. Et le conflit dont nous allons parler maintenant provient d'un conflit foncier qui a créé un affrontement entre
les différentes communautés dans la zone de Lakota et nous avons un mort causé par ces événements. Le village de Bogogboa, dans la sous-préfecture de Zikiso, dans le département de Lakota, a été le théâtre malheureux d'affrontements entre les Dida et les Lobis, apprend-on de sources villageoises. Au centre de cette autre histoire, une affaire de titre foncier qui opposait deux jeunes du village. Selon les informations en notre possession, un problème de titre foncier opposait les autochtones et les allogènes, et ce problème a été réglé par la sous-préfecture, même sous la férule de la chefferie traditionnelle. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est lorsque l'allogène opposé aux jeunes autochtones, n'étant pas satisfait de cette résolution de l'affaire, s'est rendu dans le champ avec ses amis pour s'attaquer aux jeunes Dida. Abattu avec un fusil de type calibre 12 le jeudi dernier. La réaction des autochtones ne s'est pas fait attendre. Résultat, un conflit où l'on a enregistré des dégâts matériels, des maisons incendiées, une situation inquiétante à Bogobois, où les autorités administratives locales se sont vite impliquées pour parer au pire. La gendarmerie s'y est dépêchée pour ramener le calme dans ce village situé dans le département de Lakota. Et donc, voilà autant de situations malheureuses que nous vivons dans le pays profond. Et ces genres de situations sont malheureusement récurrentes. Conflits communautaires par-ci, conflits communautaires par-là, et tout ça souvent pour des problèmes de terre ou bien même pour des petits problèmes en apparence. Mais la réalité est révélatrice de beaucoup plus, de réalités beaucoup plus profondes et donc des signes symptomatiques d'un environnement qui n'est pas vraiment serein. Il faut avoir le courage de se dire certaines vérités et de faire l'analyse de certaines situations sans complaisance. Les autorités, à mon sens, gagneraient à apaiser. Je ne dis pas que la situation n'est pas apaisée, mais ce que je veux dire, c'est que les autorités doivent prendre toutes les dispositions afin d'éviter ce genre de situation pour ne pas que les populations en viennent à se rendre elles-mêmes justice, comme ça a été le cas une fois de plus encore, parce que c'est des situations dramatiques. À partir du moment où l'individu sent que justice n'a pas été comme souhaité ou que le droit n'a pas été dit, ou bien même que les choses n'ont pas été traitées correctement, ça crée forcément un sentiment de vengeance. Et la conséquence directe de cela, de cette faille-là, fait ressentir dans le subconscient ou bien dans le mental même des populations que l'État a failli à ses responsabilités. Or, la nature ayant horreur du vide, quand l'État, ou bien quand la perception du fait que l'État n'arrive pas à imposer la rigueur prédomine, automatiquement les gens se disent, on peut soit tout faire et ne rien craindre, et les victimes se disent à un certain moment, trop c'est trop, il faut que nous prenions nos dispositions et nos responsabilités pour répondre vigoureusement afin de ne pas continuer à être des victimes. Et donc, ici, nous en appelons à la responsabilité de l'État de s'impliquer davantage, de faire ressentir la force de l'État et aussi toutes les capacités de l'État à ce que les populations puissent être rassurées davantage et puissent faire confiance beaucoup plus aux structures de l'État afin de créer un climat de sérénité, de paix et de prospérité. Malheureusement, il y a eu mort d'hommes. Nous prions pour que Dieu puisse accorder sa miséricorde à toutes les âmes qui ont été perdues. Et nous disons ceci à nos populations, la violence ne peut qu'engendrer la violence. Le sang appelle inévitablement au sang. Et à ceux qui sont partisans de la violence,
et qui pensent que dans le processus de la violence, ils pourront se rendre justice, j'ai dit que c'est peine perdue. Ce n'est pas la bonne solution. Essayons, autant que nous le pourrions, d'aller vers le sens du compromis, de l'entente mutuelle. C'est vraiment très important. En même temps, il faut profiter de cette situation pour aussi dire que l'État doit beaucoup faire attention parce que connaissant l'irresponsabilité même de nos opposants, ce sont des personnes qui ne vont jamais hésiter à utiliser de telles situations pour encore une fois de plus essayer de mettre l'huile sur le feu. Et donc, soyons beaucoup prudents avec de telles situations pour ne pas qu'un jour nous en arrivions à des choses dramatiques où chacun et chacun sera là en train de regretter alors que nous aurions pu trouver des solutions à la base si on avait privilégié le dialogue, le vivre ensemble et les bonnes valeurs culturelles qui sont même des référentiels de notre Côte d'Ivoire. Nous allons terminer directement avec un sujet concernant la réconciliation et c'est un article qui a été écrit par le Banco et je vais lire. Et donc, vous avez dit réconciliation, point d'interrogation. Le constat est là, immuable dans sa réalité. Après plus de 30 ans d'expérience, la pratique de la démocratie en Afrique vit au rythme des crises post-électorales et des réconciliations nationales, conduisant sans cesse ces populations à subir de profondes divisions, à entretenir des rancœurs toujours aussi mal enfouies, promptes à refaire surface tous les 5 ans lorsque sonne l'heure de renouveler les mandats présidentiels surtout. De grâce, que l'on arrête, dans une expression mal voilée d'impuissance, à changer cette donne de répliquer trivialement à chacun sa démocratie. Justification plutôt sarcastique d'une pratique obscurantiste de la démocratie, qui déprécie toujours un peu plus, à chacune des échéances électorales, les valeurs sociétales des communautés, ravive des conflits plus ou moins latents, à défaut de faire le lit d'autres divisions de toutes sortes. Après quoi, s'ouvrent des parodies de séances de réconciliation auxquelles l'on confère un prétendu caractère national. Car la réalité est tout autre. En ce que seule une certaine fraction de la population y adhère au nom d'intérêts divers, dont le plus important est hautement profitable à leur chef de file. Parce que, affranchis par ce fait même du séjour que devraient leur réserver les géoles, malheureusement, il s'agit là d'une façon, au demeurant bien consciente, de composer et d'entretenir un terreau fertile à la culture de l'impunité qui, à son tour, ne manque pas de nourrir et de faire prospérer dans les cœurs meurtris des victimes et leurs partisans des sentiments sommeillants de revanche, toujours prompts à exploser. Comment pouvoir, dans de tels cas ou de telles conditions, rompre avec le cycle saisonnier des conflits politiques et réconciliation nationale? Un cercle vicieux qui pourrait pendant longtemps encore fortement affecter et surtout entraver l'évolution positive recherchée de la pratique de la démocratie en Afrique. Pour tout dire, il va bien falloir que les consciences politiques et non politiques du continent apprennent à se départir véritablement de toutes ces actions négatives, malsaines à l'exercice de la politique, et apprendre à pratiquer la bonne politique, celle qui convainc le peuple sur les compétences de Pierre ou de Paul à lui assurer de bien meilleures conditions de vie, et non l'échafaudage de subterfuges, de flagorneries et autres manipulations de bas étage auxquelles malheureusement se laissent toujours embarquer les populations en période électorale. Toutes choses qui engendrent par la suite de multiples conflits de plus en plus armés, assortis de crimes divers,
qu'aucun objectif quelconque, aucune ambition politique ne saurait justifier ou défendre. Et comme s'ils venaient à retrouver par la suite leurs esprits après les avoir perdus, à un moment donné, ces mêmes acteurs politiques, instigateurs directs ou en arrière-plan de ces conflits et de ces crimes, brandissent alors l'argument de la réconciliation, de la cohésion sociale, du retour à la paix. Pourquoi faut-il qu'il en soit toujours ainsi à travers le continent? Pendant que le monde regorge de modèles de pratiques démocratiques exemplaires, lesquels ne demandent qu'à être dupliqués pour être adaptés aux réalités de la société et à nos réalités psychologiques dans nos différents pays. Et ce n'est pas chose impossible si nous y mettons de la bonne volonté. Et donc, chers auditeurs, c'était plus ou moins les articles que nous avons utilisés pour essayer de planter le décor. Et de façon globale, la sécurité du pays est dans de bonnes mains. Et nous pouvons vous assurer que le pays est géré. Et contrairement à ce que des oiseaux de mauvais augure veulent vous faire entendre, soyez sereins, le pays se porte bien parce qu'en réalité, le pays est géré par quelqu'un qui s'y connaît la matière, le président Guy Bâtisseur, cette fois éclairé Alassane Dramane Ouattara. Et donc, vous pouvez en avoir la certitude d'avoir les esprits apaisés. Et nous vous disons merci pour votre soutien à la vérité, à la fraternité et surtout votre apport inconditionnel à sauvegarder les vies. C'est ce qui est le plus important. Et je vous dis merci. Et donc, voici le décor qui est planté. Et toutes les questions sont abordables. Et si nous en avons les réponses, nous allons vous dire ce que nous savons. Et si nous n'avons pas aussi de réponses, nous allons aussi dire que nous ne les avons pas. Et donc, dans nos commentaires de l'émission d'hier, sur la page YouTube, il y a un auditeur qui a demandé que j'avais parlé du canard. Et lorsque j'évoquais l'histoire de Samori, effectivement, compte tenu du temps limité, je n'avais pas développé. En réalité, les gens du nord de la Côte d'Ivoire, dans les cultures des gens du nord, on n'utilise jamais le canard comme objet de sacrifice. Et donc, lorsque la rencontre avec les Akans va se faire à partir des Katiola et que dans les présents, on va assister à des canards qui étaient dans les présents avec les ors, et donc, comme je le disais, et donc, on va utiliser l'animal comme le symbole d'un lien qu'on va appeler ton konon, c'est-à-dire ton qui représente, comme je l'ai dit, l'impôt et l'interdit, l'oiseau, et donc on va l'utiliser comme le symbole pour dire qu'à partir de l'existence de cet animal-là, il ne faudrait plus qu'on puisse imposer des interdits sur nos frères du Sud. Et donc voilà un peu l'histoire qui est derrière, et c'est pourquoi on appelle ton konon. Et donc c'était ça que je voulais expliquer pour que les gens comprennent. Et donc je crois que c'est chose faite, et on peut donc continuer. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis merci infiniment. Et la séance, elle est complètement ouverte. Et donc, vous pouvez poser toute forme de questions. Si nous avons les réponses, nous allons vous les donner. Et je m'excuse humblement auprès de tout un chacun pour le fait que l'émission ne soit vraiment pas interactive. Cela n'est pas de notre faute. Cela est dû au fait que notre page est bloquée. Et nous essayons de faire l'émission avec les moyens que nous avons, et nous espérons que vous pourriez quand même continuer à faire montre de votre patience jusqu'à ce qu'on ait des lendemains meilleurs. Je vous remercie toujours. Je salue la belle et charmante Kadi Diallo depuis New York, ainsi que notre mère Samassi Sarah. Sachez que vous êtes tous salués, et nos mères, nos soeurs et nos femmes même, que je n'ai pas évoqué le nom, sachez que vous êtes toutes saluées de la manière la plus impossible. Et donc, je vous dis merci, ainsi qu'à tous ceux-mêmes qui sont présents ici. Il y a Sanogo Fafrana qui dit ceci. Bonsoir, monsieur éclaireur. L'inscription au nouveau 2 ministres, encore voir, ça se passe comment? Oh, ok. L'inscription au nouveau... Bon, je n'ai vraiment pas compris la question. Et si vous pouvez reprendre, peut-être que ça me faciliterait la tâche.
Parce que ce que je lis, c'est l'inscription au nouveau 2 minutes en Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas vraiment compris la question, s'il vous plaît. Donc, si vous arrivez quand même à reformuler, ça me permettrait de mieux comprendre, de cerner et de pouvoir donner la réponse qu'il faudrait. Merci beaucoup. Il y a notre mère, sœur et bien-aimée Solange Nebavi qui dit bonsoir à notre éclaireur. Nous vous disons bonsoir et bien des choses à tous ceux qui se retrouvent du côté de Yamoussoukro. Que la paix, la miséricorde et la prospérité de Dieu englobe tous ceux qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, partout dans le monde et en Afrique. Et aussi, je profite de cela pour saluer aussi tous les grains de Yamoussoukro et pour tout ce qu'ils font. Je parle de tous les grains pour tout ce qu'ils font en arrière-plan. Les informations que vous nous donnez sont vraiment vitales et très utiles. Et sachez que vous êtes tous salués. Nous ne pouvons pas citer tous les noms, mais tous les grains de Yamoussoukro sont salués et aussi tous les grains de Soubré et de San Pedro sont définitivement salués pour tout ce que vous faites, sans oublier aussi du côté des mains, avec toutes ces personnes vaillantes, toutes ces vaillantes personnes qui font de l'extraordinaire travail. Nous vous disons merci et sachez que vous avez fait le bon choix, le choix de défendre les vies humaines, le choix de défendre le vivre ensemble, c'est le plus important et c'est ce qui compte. Il y a Sindou Sanogo qui dit bonsoir éclaireur, j'ai appris que le Mali a été sanctionné par la CEDEAO, y compris les banques. Bon. Sindou, je ne sais pas où vous avez appris votre information. Je n'aime pas souvent me tomber sur des choses. J'ai appris que, ici nous essayons de faire l'effort de dire j'ai appris par telle source que. Là au moins c'est plus important. Là je sais comment je peux axer ma réflexion. Mais quand la source n'est pas précisée et qu'il y a pas, il y a des zones d'ombre, souvent je me fais fort de ne pas parler parce que on aurait pu apprendre ça avec beaucoup d'autres sources. Mais déjà quand vous arrivez à citer votre source, ça peut nous permettre de bien cibler la question et de répondre à la question de sorte que vous puissiez être satisfait. Et si vous pouvez aussi donner la source, on va pouvoir vous dire de quoi il s'agit à la plus grande satisfaction. Je salue aussi humblement le chef de classe Bob Max, et je lui dis bien des choses. Et j'espère que tout est au mieux, dans le meilleur des mondes possible. Et donc, chers auditeurs, nous en sommes à attendre les questions ou bien les avis. Et une fois que nous avons ces avis-là, nous allons les lire. C'est ce que nous attendons maintenant. Et donc, j'espère bien que les choses vont décoller avec quelques questions ou quelques remarques que nous nous ferons fort de lire. Je vous remercie. Il y a Kassim Traoré, effectivement, qui donne son avis en disant ceci. Parler de l'arrivée de Laurent Gbagbo et donner plus d'importance à cette histoire. Nous devons prendre cela pour un non-événement. Vraiment, c'est important. C'est important. Mais aussi, il faut signaler que, comme nous le disions, nous avons déjà la date qui est le 17, avec l'heure qui est 14 heures. Les victimes doivent pouvoir se signaler et se mettre toujours en ordre de bataille pour que le criminel puisse répondre devant la justice. C'est vraiment très important. Et ce ne sont pas d'autres personnes qui détermineront notre place ou la place que nous méritons. C'est l'ensemble des actions que nous allons mener qui vont nous permettre de forcer le respect des politiciens. Et donc, il n'y a pas de gloire à être éternellement une victime. C'est même un acte de faiblesse et de lâcheté absolue que d'être toujours la victime. À un certain moment, il faut dire non, ça suffit. Et donc, décider de votre place. Et c'est possible si nous y mettons de la volonté, si nous nous mettons ensemble et si nous croyons au combat que nous menons, je crois que c'est chose possible. Et donc, chères victimes de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas que le sanguinaire, le boucher d'Abidjan, lorsqu'il sera revenu, faisons tout pour lui donner des signes de notre présence. Parce qu'en réalité, le criminel n'aime pas
que ces victimes, ou bien même que les victimes parlent des méfaits. Et si nous nous taisons, c'est comme si nous sommes en train de les conforter dans leur logique. Ne restons pas stoïques, ne restons pas sans mot dire. Ce serait la pire des erreurs que nous commettrions. Et faisons des actions, certes pacifiques, mais obligeons Laurent Gbagbo à aller directement dans le canal de la justice et de la prison pour donner définitivement une leçon à toute la classe politique en Côte d'Ivoire, pour que cette classe-là comprenne que tuer des Ivoiriens chaque 2 ans ou même chaque élection ne peut pas être un modèle de fonctionnement de la politique ou bien de la pratique politique dans un pays normal. C'est vraiment important. Il y a Cassie Edouard qui pose une très bonne question. Bonsoir éclaireur, que penses-tu de la stratégie des Soroïs qui saluent avec beaucoup de joie le coup d'État du Mali? Bon, je dirais que vous savez que les Soroïs ont toujours été dans le désordre et seul le désordre peut leur profiter. Et donc, dans la mesure où, tant que le Mali peut être une zone où ils peuvent déstabiliser, ou bien qu'ils ont à cœur d'utiliser comme une plateforme pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas à cœur et ce n'est pas leur souhait que de voir des autorités légalement élues et constitutionnellement mises en place. Et donc, ils veulent toujours profiter de cette situation-là, mais c'est peine perdue parce que ce qu'ils oublient, c'est que l'environnement seul n'est pas suffisant, mais les intérêts sont plus forts que les événements du moment. Et malheureusement, ça sera une joie de courte durée parce que le jour même qu'il y a eu le coup d'État, le 25, le 26, Assimi Goïta a vite fait d'appeler le président Alassane Dramane Ouattara et il y a eu une très longue discussion entre les deux présidents et c'est ce qui a permis, si vous avez remarqué, lorsqu'ils ont été, Assimi Goïta a été expressément invité à Accra et les gens ont demandé un nouveau premier ministre et les gens n'ont pas contesté le fait que Assimi Goïta reste à la position qu'il occupe actuellement parce que les gens sont pressés que cette situation prenne fin et donc qu'on puisse passer à un gouvernement démocratiquement élu et qui est représenté par des civils. Et donc, c'est la stratégie du moindre mal. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Mali a besoin d'aide. Et ça, c'est très important. Et les dirigeants se sont dit, si nous pratiquons un isolement aveugle, sans merci, ce sont encore les populations qui seront les premières à en subir les conséquences. Et donc, il fallait trouver la solution du juste milieu et aller directement à ces élections-là. Et je crois que Assimi Goïta est véritablement coincé, où il a véritablement besoin de la Côte d'Ivoire pour que le Mali puisse se stabiliser. Et sachez, chers frères et sœurs, que nous avons nos troupes au Mali qui aident l'armée malienne au sein de la MINUSMA, si je ne me trompe pas. Et donc, sachez que on fera tout pour aider le peuple malien et pour que la transition soit le plus court possible, pour que le peuple puisse ressortir de cette transition avec le moins de dommages possible. C'est ce que je pouvais dire pour cette question. Il y a Daouda Boukane qui posait la question de savoir, avez-vous vu la conférence de presse du président des victimes? Oui, dans la titrologie, nous en avons parlé et le président des victimes a demandé comme ça que la place de Laurent Gbagbo devrait être la prison. Et c'est la même logique que je défends. Parce que tant qu'on continuera avec les cycles des impunités en Afrique, l'Afrique ne connaîtra jamais de paix et l'Afrique ne connaîtra jamais de stabilité. À un certain moment, il faut prendre des décisions fortes qui certes vont même choquer et même vont créer des émois, mais auront le mérite de remettre chacun à sa place pour que chaque Africain et chaque personne vivant en Afrique puisse avoir la garantie que sa vie vaut quelque chose, que sa vie a de la valeur et que sa vie, il mérite de la vivre dignement. Mais lorsque nous laissons au nom de la politique des criminels de grands acabits comme Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Simone Ivé,
et même le soroguium, voyez-vous que ces personnes-là finissent par se donner des droits divins et à penser qu'elles peuvent tuer impunément et qu'il n'y aura rien. Et donc, c'est vraiment malheureux pour l'Afrique. Et pour une fois, si le gouvernement se montre incapable d'assurer une justice équitable et ferme, je crois que les victimes doivent pouvoir intervenir et imposer une ligne de conduite qui parte dans le sens d'imposer la justice à tout le monde. Et ça commence par le fait que Laurent Gbagbo doit être jugé et mis en prison pour les meurtres qu'il a commis. C'est vraiment très important. Et je demande même aux victimes et à leur comité ainsi que leur président de ne pas céder aux différentes pressions et surtout de ne pas se laisser distraire par les corruptions que le FPI voulait faire. Parce que je sais qu'il y a quelques jours, ils avaient voulu inviter certaines personnes dont je ne dirai pas le nom pour leur remettre de l'argent pour essayer de casser le mouvement des victimes. Mais malheureusement, nous avons lancé des voies beaucoup plus rapidement afin que ces personnes-là puissent se ressaisir. Et donc, je dis non. Je dis non, la dignité humaine n'a pas de prix. On peut tout perdre, mais un homme n'a pas le droit de perdre sa dignité parce que quand vous perdez votre dignité, c'est tout et véritablement tout que vous avez perdu. Et donc, sachons faire les bons choix. Et le bon choix, c'est de mener le combat qui est juste, le combat qui engage notre dignité et surtout l'avenir du pays qui doit se passer dans la justice, l'égalité et dans la rigueur. C'est vraiment très important. Il y a Sanogo Fofana qui posait: Monsieur l'éclaireur, je parle de l'armée ivoirienne. J'ai pas de la processus pour recruter. Oh, ok, je comprends. Le recrutement, je n'en ai pas encore les détails. Ben, peut-être, je vais bien me renseigner et vous donner plus de détails. Mais déjà, si vous partez sur les plateformes de l'armée, ou bien même que vous vous renseignez, vous pouvez avoir plus de renseignements. Mais pour l'instant, moi-même, à part le fait que l'armée va recruter 3000 personnes, je n'ai véritablement pas plus de détails que ça pour l'instant. Mais lorsque ça sera chose faite avec les détails, on va se faire fort aussi de vous informer pour que ceux qui sont intéressés puissent s'inscrire et aussi pratiquer le métier des armes. Merci beaucoup. Il y a Monet Aboua qui posait la question: est-ce que le fait d'augmenter les coefficients en troisième peut-il valoriser l'école ivoirienne? En fait, nous en sommes à un système où chaque ministre vient essayer de nouvelles réalités sans tenir compte d'un élément fondamental. Augmenter les coefficients ne va pas donner de meilleurs niveaux aux élèves. Augmenter les coefficients ne va pas permettre aux enseignants de se sentir plus importants et de prendre conscience du fait qu'ils doivent bien faire leur métier. Parce qu'on peut augmenter les coefficients comme les diminuer. La réalité est que les niveaux de nos enfants sont très bas. Voilà la vraie problématique. Et je crois que si, personnellement, à mon sens, je crois qu'il y a des métiers, et pardon, il y a des matières, naturellement, en fonction des besoins de nos pays, on devrait essayer d'inciter nos enfants à étudier ces matières comme les sciences et peut-être les langues pour certains. Et donc, on devrait peut-être augmenter ces coefficients-là en fonction aussi des séries. Il y a tous ces facteurs-là, mais comme on est en troisième, là encore, il n'y a pas de spécification. Et donc, moi, je trouve que si on se base simplement sur le niveau de la troisième, déjà, ce n'est pas une mauvaise chose puisque à partir de la troisième, on fait la seconde, qui est déjà une zone de spécialisation. On saura si l'enfant a des tendances scientifiques ou bien des tendances littéraires. Mais je dis que le problème le plus essentiel, il faut revoir nos manuels pour stabiliser le niveau de la connaissance en Côte d'Ivoire. Disons-le tout net, est-ce que nos enseignants font régulièrement des cours de réadaptation?
moi, à mon sens, sauf si quelqu'un soit pour venir me dire le contraire, je dirais que c'est très peu, ou le niveau même de cours de renforcement ou de réadaptation des enseignants, c'est quasiment presque très faible. Et non seulement ça, le fait de constamment changer les manuels a fini au fur et à mesure à casser complètement le niveau même éducatif ivoirien. Voilà un système éducatif où chaque année, les livres changent, où ça fatigue les enseignants et ça fatigue les élèves même. Nous, à notre époque, les livres pouvaient faire facilement 10-15 ans et ça répondait aux besoins. Ça répondait aux besoins. Et à quoi sert-il? Quelle est cette manie des différents ministres? Surtout sous le régime de Kandia, on a vu un changement et un désordre incroyable. Ça, je le dis parce que j'assume. Où chaque année, les livres étaient changés. Mais à quoi est-ce que ces réalités répondaient? Et donc, c'était véritablement du désordre, tant pour les enseignants que pour les enfants même. Et souvent même, certains livres même revenaient avec des fautes d'orthographe et des fautes même de structure. Et donc, ça, c'est du désordre. Et si peut-être la nouvelle ministre de l'enseignement m'entendait, nous aurions souhaité que les manuels puissent être édités et ça participerait même du maintien même du niveau des élèves, qu'il y ait au moins une stabilité. Quand on crée un manuel, c'est avec des pédagogues, c'est des intelligences qui ont réfléchi. Mais chaque fois, on ne peut pas revenir faire. À part la Côte d'Ivoire, je ne connais pas un pays qui se veut sérieux qui fait ça. Et donc, à force de le faire et d'adapter, ou bien de changer, d'adapter, finalement, on est en train de créer des formations hybrides qui ne s'adaptent pas à la réalité parce que chaque année, il y a du changement. Et ça, c'est un élément qui tue fondamentalement même d'abord l'école ivoirienne et qui fatigue aussi les pédagogues qui sont sérieux. Parce que quand on trace un cadre dans lequel où tout est bien fait pour un certain temps, on peut bien essayer de stabiliser même ces savoirs-là et trouver une méthodologie pour pouvoir bien les inculquer aux apprenants. Et donc, moi, je crois que c'est ça d'abord l'élément fondamental à mon sens. Et donc, c'est plutôt d'abord comment trouver les mécanismes pour recycler, reformer ceux-mêmes qui donnent le savoir et aussi créer un environnement qui puisse aussi permettre de relever le niveau des apprenants, des élèves. C'est ça le plus important, plutôt que de faire de la cosmétique en faisant évoluer des coefficients ou bien en faisant diminuer. Ça ne répond vraiment pas au véritable problème de l'école ivoirienne. Il y a notre père bien-aimé Gras qui nous salue, qui dit bonsoir à toute la classe avec son valeureux chef Bob McBox qui nous instruit chaque soir. C'est à nous aussi de vous dire merci pour toute votre sagesse et aussi toutes les bonnes idées que vous donnez qui participent aussi à la bonne dynamique de l'émission. Nous vous disons merci et infiniment merci. Il y a David Bakwane qui posait la question de savoir comment voyez-vous l'avenir politique de Soro Guillaume et pourquoi les Sorois sont muets sur le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'avenir politique de Soro Guillaume, il faut être honnête et dire que l'avenir n'est pas reluisant pour lui. Parce que quand vous prenez Soro Guillaume et que vous regardez même la démarche que Soro Guillaume a suivie dans sa vie, Soro Guillaume a pensé que la traîtrise, le meurtre et je dirais même les basses manœuvres auraient pu être les moteurs de son ascension politique. Et donc, quand vous prenez toute la classe politique pour son jeune âge, Soro Guillaume avait voulu danser plus vite que le son du tambour. Et voilà la première erreur qu'en tant que politicien, il ne faut pas commettre.
Parce que la politique, c'est d'abord la stratégie, c'est des tactiques. Et la chose la plus simple, une bonne stratégie est toujours basée sur une bonne appréciation des événements. Et donc, ça veut dire, si vous prenez objectivement le temps de regarder les situations, de les analyser avec beaucoup d'objectivité et de froideur, vous arrivez toujours à avoir les bonnes décisions. Malheureusement, Soro Guillaume, comme le président Ouattara le disait, ayant été enivré par le pouvoir et l'argent, pensait que tout lui était possible et que toutes les portes lui étaient ouvertes d'office et donc qu'il pouvait tout se permettre. Mais aujourd'hui, Soro même sait qu'il a été dans le faux. Soro même sait qu'il a choisi le mauvais chemin et Soro même sait aujourd'hui qu'il s'est fait entourer par de mauvaises personnes. Ça, au moins, voilà les premières choses que lui-même il a retenues. Mais qu'est-ce que les autres retiennent de lui? Et là, il faut spécifier les avis. Allez demander aux vieux Bédier et au PDCI ce qu'ils retiennent de Soro Guillaume. Ils vous diront que c'est un piètre individu qui les a menti et qui les a amenés à faire des décisions, je dirais même gravissimes et calamiteuses, pour essayer de se faire des apprentis putschistes avec le CNT, parce qu'en ayant écouté Soro Guillaume, c'est celui-là même qui les mettait en confiance et qui leur avait dit qu'en arrière-plan, lui viendrait pour tuer toute l'armée ivoirienne afin de pouvoir prendre le pouvoir. Mais ce que Soro Guillaume avait en tête en réalité, même si dans ses rêves les plus fous cela marchait, sachez qu'il aurait aussi éliminé Bédier, il aurait éliminé tous les opposants qui allaient tenter de s'arrêter devant lui pour lui dire non. C'était aussi ce qu'il n'avait pas dit à ces opposants-là. Mais aujourd'hui, avec du recul, aujourd'hui avec un peu de lucidité, je ne crois pas qu'au PDCI, on veut de Soro Guillaume. Et c'est la raison que je vous ai évoquée. Prenons le cas même du RHDP avec son président Ouattara. Quand vous regardez aujourd'hui, l'arrogance inutile de Soro Guillaume, le manque de conséquences de l'homme et, comme je le disais, la suffisance qu'il dégage comme s'il était le nombril de la terre et toutes les mauvaises actions qu'il a pu poser, je ne crois même plus que lui-même Soro Guillaume, même si on lui disait de venir, je crois que s'il a un peu de dignité, il ne reviendrait plus parce qu'il allait trop loin dans ses mauvaises actions. Revenons maintenant au FPI, qui est son parti naturel. Parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que le vrai parti de Laurent Gbagbo, et ça, je vous dis ça aujourd'hui, même pendant la rébellion, certaines personnes plus avisées nous disaient ceci. Ces gens-là nous disaient, aujourd'hui nous sommes avec Soro, mais sachez que Soro n'a jamais abandonné le FPI. Et ça, c'était dans les premiers moments de la rébellion. Et c'était tellement difficile à accepter et encaisser qu'on a toujours pris ça pour des paroles sans valeur. Et jusqu'en novembre 2004, on va réellement comprendre que Soro Guillaume était des mèches avec Laurent Gbagbo pour détruire la rébellion, pour détruire le combat noble de la rébellion qui cherchait à imposer la justice sociale en Côte d'Ivoire et à imposer des élections. Et donc Soro Guillaume était de mèche avec Laurent Gbagbo. Et le deal était que Soro Guillaume devrait affaiblir la rébellion en tuant le maximum de chefs de guerre et en déstabilisant profondément la rébellion, de sorte que lorsque Laurent Gbagbo va attaquer la rébellion, ça serait comme passer un couteau dans du beurre, et de cette sorte-là, Soro Guillaume demeurait éternellement Premier ministre. Et leur deal allait plus loin. Même après les élections de 2010, Soro Guillaume, et ça ce n'est pas moi qui le dis, ça ce que je vous dis, c'est encore sous les réserves de Zasso Patrick, qui dit comme ça que Soro Guillaume a eu à se rendre chez Gbagbo et à dire à ce dernier-là que s'il était reconduit en tant que Premier ministre, il était prêt à abandonner le président Ouattara et à nier même la victoire du président Ouattara. C'est parce qu'il n'a pas obtenu gain de cause, parce que Simon de la musculation a dit niet. Voilà la raison qui a fait que Soro Guillaume est venu au Golf Hotel. Et donc, voyez-vous,
C'est un élève naturel de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le mensonge, les vilaines choses et les raccourcis les plus loufoques. Voilà, et surtout la violence et le meurtre gratuit. Voilà ce sur quoi ils ont fondé leur stratégie politique. Et malheureusement, si vous remarquez très bien, tous ceux qui sont violents ou bien qui sont cités dans la violence absolue en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui les a formés. Et malheureusement, c'est une race de personnes qu'il faut neutraliser le plus rapidement possible et les exclure totalement de la politique, y compris leur maître avec ses élèves. Quand vous prenez Blé Goudé, c'était lui-même qui brûlait les personnes vives. C'était sa spécialité et les meurtres à travers les milices de Laurent Gbagbo. Quand vous prenez Simone Eivé Gbagbo, elle, sa marque de fabrique, c'était les viols collectifs des femmes qui lui procuraient une joie indescriptible, mais surtout, comme dans sa volonté de vouloir aller plus loin dans le mal, elle va même devenir la marraine des escadrons de la mort qui va tuer des milliers d'Ivoiriens. Quand vous prenez encore Soro Guillaume, qui est un élève de Gbagbo, vous savez tout le malheur que Soro Guillaume a posé dans tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez Seka Seka et Bokayapi, et même l'autre encore qui s'est fait attraper chez sa copine guinéenne après la guerre, j'oublie son nom, leur général là, voyez que c'était des machines de guerre que Laurent Gbagbo créait sur la République parce que pour lui, seule la violence, verser le sang des Ivoiriens pouvait les contraindre au silence absolu. Et malheureusement, c'est ce que Laurent Gbagbo a créé dans notre pays. Rien que la violence, rien que la turpitude et rien que la roubladise. Mais même dans sa roubladise, son élève Soro Guillaume s'est joué royalement de lui en enseignant au maître ce que celui-ci a eu à lui apprendre. Et Laurent Gbagbo, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qu'il déteste, c'est d'abord Soro Guillaume. Et il va le détester à jamais pour ce qu'il sait. Et c'est pourquoi, même lorsque Soro Guillaume, dans ses vaines tentatives de vouloir se faire plaire à Gbagbo, voulait rencontrer ce dernier à La Haye, Laurent Gbagbo n'a jamais accepté. Mais de toute façon, ça c'est des choses qui engagent les criminels. Nous, ça ne nous concerne pas puisque nous les mettons au même niveau. Mais une chose est évidente, quand sur la scène politique ivoirienne, tout le monde vomit un individu, tout le monde te vomit, ça veut dire que toi-même, tu as ton propre problème. Comme on le dit chez nous, quand tu es ton propre sorcier, tu ne dois pas te plaindre. Et donc, Soro Guillaume étant devenu son propre sorcier, et à cause de son comportement vulgaire et de son comportement approximatif, il s'est fait détester de tout le monde. Il ne peut que s'en prendre à lui-même et il n'aura que ses yeux pour pleurer. Mais la vie avance parce que, comme on le dit, ce que vous aurez sémé, tôt ou tard, il vous reviendra de le récolter. Et donc, c'est ce que je dirais rapidement pour dire que avenir politique, je ne crois pas que Soro en aura en Côte d'Ivoire parce qu'il a déjà fait le choix du mauvais chemin. Et c'est ce qui l'a condamné à ne pas pouvoir prospérer sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Il y a Maurice Kanaté qui posait la question de savoir, vu l'intention de Soro qui veut toujours persister dans la voie de la rébellion, pensez-vous, monsieur l'éclaireur, qu'il peut avoir une base arrière dans la sous-région? On ne dit jamais jamais dans la vie, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on a essayé quelque chose une fois que ça peut toujours marcher. Effectivement, il y a des choses qu'il faut dire aux uns aux autres. Une base arrière n'est pas suffisante. Et encore, pour avoir une base arrière, il faut être capable d'avoir de bons liens avec les pays. Or, aujourd'hui, il se retrouve que on ne dit pas que ce n'est pas possible. Il y a des pays qui peuvent jouer le double jeu, comme le Ghana, comme je le disais. Jerry Rawlings utilisait le Ghana pour pouvoir faire attaquer la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Mais ce qui est important, je veux dire aujourd'hui que ce soit le Burkina, le Mali et la Guinée, ou bien le Libéria même, n'ont pas intérêt à ce que
et même le Ghana lui-même n'ont pas intérêt à ce que leur pays puisse servir de base arrière pour la simple et bonne raison que les accords qui existent entre les pays et les relations bilatérales aujourd'hui qui existent entre les pays ne sont pas en faveur de ces pays-là pour qu'ils acceptent que leur pays soit des bases arrière. Parce que déjà même le terrorisme même est une menace même qui confond tous nos États, où on est obligé aujourd'hui de faire une synergie de nos forces. On ne peut pas être en train de créer le G5 et que des petits malins vont faire des petits calculs sur le dos des autres. Ça ne marche pas. Et donc, il y a des réalités politiques et il y a des réalités géostratégiques qui sont beaucoup plus importantes aujourd'hui qu'un individu qui veut faire la promotion de sa personne à travers des armes. Ça, il faut que Soroguium comprenne cela. Et deuxième chose que Soroguium doit comprendre, Soroguium, tu n'es pas aimé. Et ça compte. Tu ne peux pas venir créer une rébellion et dire, bon, si vous ne m'aimez pas, je vais vous tuer tous. Parce que ta volonté, c'est de vouloir gérer un pays. Tu ne viens pas pour diriger un cimetière. Et donc, si tu veux tuer tout le monde, peut-être que tu en aurais la possibilité. En ce moment, tu vas diriger la Côte d'Ivoire seul. Et là, ta gestion, elle n'intéressera personne puisque tout le monde sera mort. Ou bien, si tu penses que tu pourras faire une rébellion et que les populations vont s'asseoir pour te regarder, ton mauvais comportement a été ton premier ennemi. Et aujourd'hui, tout le monde dans le nord de la Côte d'Ivoire et partout en Côte d'Ivoire ne veut absolument rien avoir avec toi, de sorte que le soutien local et le soutien direct sur le terrain, tu ne l'auras pas. Et ça, c'est fondamental dans la réussite de toute rébellion. Il y a l'aspect militaire qui compte, mais il y a l'aspect aussi de l'achat des esprits. Et si vous n'avez pas les consciences en main, sachez que vous ne pouvez pas gagner. Et sachez que vous ne pouvez pas aller loin. Et donc, je vais simplement dire à Soroguium que les circonstances ont beaucoup changé. Et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue tellement sérieuse et que nous fréquentons et que nous avons de bonnes relations avec l'extérieur. C'est un pays où chaque État est obligé d'être aujourd'hui le gendarme de son voisin pour la sécurité globale même de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est vraiment très important. Et on ne peut pas s'amuser avec des petits bandits comme les Soroguium et autres pour déstabiliser nos pays ou bien même hypothéquer l'avenir même des populations de la zone ouest africaine. Et donc, au vu de tous ces contextes-là, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas essayer, mais c'est des choses qui ne peuvent pas prospérer. Ça, au moins, il faut en être sûr. Parce que même pour ça, c'est ce que je dis directement que tout le monde peut comprendre. Mais on ne peut pas aller payer des armes et venir commencer une rébellion. Ça se décide quelque part. Ça se décide beaucoup plus haut. Or, aujourd'hui, toutes ces grandes institutions-là disent que Soroguium n'est pas un interlocuteur sérieux. Et donc, finalement, voyez-vous que ça ne marcherait pas pour lui. Et il va pendant très longtemps raser les murs pour essayer de penser qu'il a encore de l'importance, alors que, comme on le dit, il est fini à longtemps. Il y a M. Adama Koulibaly qui dit qu'il faut instaurer de la rigueur dans le système. Que les élèves et les enseignants qui ne travaillent pas soient sanctionnés. Voilà. Et donc, ça, c'était lui son avis. Il y a Daouda qui posait la question de savoir Simone Gbagbo va-t-elle créer son parti politique si Gbagbo choisit définitivement Nadi? Non, mais je crois que c'est un ensemble de frustrations qui conduit cette dame-là à cela. Elle n'a pas le charisme de pouvoir maintenir un parti. Vous savez, quand vous êtes dans la bonne grâce du pouvoir, ou bien que vous avez les moyens, frère, les gens vous mentent beaucoup. On va dire à l'éclaireur qu'il est le plus beau. On va dire à l'éclaireur qu'il est l'homme le plus puissant. Parce que tous ceux qui vous entourent, vos courtisans, ne vont jamais vous dire la vérité qui puisse vous faire rougir les yeux, mais qui au moins a le mérite d'être vrai. On va toujours continuer à vous caresser dans le sens du poil.
Et donc, cette dame-là a été victime pendant un certain moment de ça, lorsque elle et son mari étaient à la gestion. Et comme je vous le disais hier, à un moment même, elle avait voulu empoisonner Laurent Gbagbo. Et je me demande même si ce ne sont pas aussi souvent les conséquences même de ces empoisonnements-là qui sont sur Laurent Gbagbo. Je demande aussi à ceux qui sont du FPI et des GOR d'explorer un peu cette piste-là. Je n'ai pas de preuves à ce sujet-là, mais si on en a entendu parler avec beaucoup d'insistance, je me dis qu'il faut aussi explorer ces pistes-là. Et vous savez qu'il n'y a pas pire qu'une femme qui est enragée comme Simone et Yves Gbagbo. Une fois qu'une femme est enragée comme elle l'est aujourd'hui, elle est capable de tout. Mais dire qu'elle pourra créer un parti, c'est possible, mais elle n'en a pas le charisme et c'est quelque chose qui ne pourra pas aller loin. Parce qu'en réalité, les gens, même le GOR ou même le FPI, ils se sont tellement singularisés à la personne de Laurent Gbagbo qu'ils ne se sont jamais dit que Laurent Gbagbo est un être humain qui va mourir et qui doit mourir comme tout autre. Et donc pour eux, c'est Gbagbo, 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 Gbagbo. Mais la réalité, le jour que Laurent Gbagbo ne sera plus là, il n'aura plus de FPI. Parce qu'il n'y a pas un idéal fort qui réunit les uns et les autres. Regardez par exemple cette plateforme que nous avons créée. Même si Ouattara n'est plus là, nous allons toujours être là. Même si le RHDP n'est plus là, parce que nous n'avons pas sélectionné ou bien mis cette plateforme-là dans la sélection des sentiments ou autour d'une personne. Mais les grandes valeurs d'humanisme, les grandes valeurs même de bonté humaine, les grandes valeurs même de partager les idées et le savoir, c'est ce qui nous anime ici. Et donc, voyez-vous, ce n'est pas lié à la personne de l'éclaireur ou bien du chef de la classe ou bien de quelqu'un. Et donc, un parti politique doit se caractériser par des idées fortes qui puissent être au-delà des humains ou même des personnes humaines. Mais quand on prend un individu comme un dieu, ça veut dire donc que ce sont des adorateurs de Laurent Gbagbo. Et le jour que leur dieu Laurent Gbagbo ne sera plus là, ça sera fini pour le FPI et ils seront dans la débandade la plus totale. Et donc c'est malheureux pour eux, mais on peut pratiquer la politique en essayant de se donner les capacités de comprendre la politique. Sur un autre aspect, c'est encore plus intéressant comme ça, plutôt que de suivre bêtement un individu, et alors que cela n'apporte rien. Il y a Yann qui nous dit que l'école ivoirienne doit être inscrite dans le programme présidentiel d'urgence. C'est vraiment très important. Et il y a beaucoup de choses à réformer dans l'école ivoirienne. Et si on y met les moyens et aussi la rigueur qu'il faut, on peut réformer ce secteur-là parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est vraiment important. Et donc, nous continuons toujours. Il y a notre frère Mohamed Kamara qui demandait que devient Mamadou Koulibaly. Ça, c'est des questions qu'on a déjà répondues. Voilà, et on ne peut pas aussi chaque fois prendre les gens individuellement, comme vous le dites. On a déjà suffisamment répondu à ces questions. Et donc, vouloir chaque fois répéter, ça devient un peu de la rhétorique. Alors, on a répondu à ces questions et aujourd'hui, tout le monde sait un peu l'état de ces politiciens qui sont carrément dans les garages. Alors, on ne va pas revenir encore pour essayer de redonner les mêmes détails. S'il y avait des choses nouvelles, on vous aurait informé. Il y a Aliou Klibali qui dit il va falloir imposer la lecture chaque matin avant le programme de la journée. Oui, mais Aliou, c'est ce que j'ai résumé en disant que
qu'il était nécessaire de réformer le système éducatif parce que le niveau même n'existe pas. C'est ça aussi la triste réalité. Et donc, en disant que le niveau n'existait pas, c'est tout cela que ça comportait. Et il était donc important de redéfinir même le niveau intellectuel. Et c'est ce que j'avais dit. Chaque année, on change les livres. Pour quel motif? Nous savons très bien que c'est pour appauvrir les parents et rendre la tâche beaucoup plus difficile aux parents. Surtout que nous sommes déjà un pays pauvre. Pourquoi ne pas faciliter déjà les manuels, et des manuels uniques, et permettre qu'au moins 2-3 enfants puissent utiliser ça? Si j'ai un enfant qui est au CP2, il y a un qui est au CE2 et il y a un qui est au CE1, déjà, la majorité des manuels, les enfants peuvent les réutiliser 2-3 fois. Ça aussi, ça participe même du fait de pouvoir faire économiser de l'argent des parents. Mais l'objectif de ces gens qui faisaient cela, surtout sous le régime de Kandia, c'était vraiment pas de bonnes choses. Ça ne faisait que rendre la vie plus difficile aux parents et les faire dépenser. Et malheureusement, je ne sais pas si les choses pourront changer, mais il faudrait que la ministre essaye de penser à cela pour qu'il y ait la conformité des manuels et aussi leur durée dans le temps. C'est important. C'est important. Donc, chers auditeurs, nous sommes là et on attend toujours les questions. Et le procès des putschistes continue toujours et chaque jour, il y a de nouvelles révélations. Et la dernière fois, nous avons parlé des dernières révélations. Et donc, le procès continue. Et s'il y a de nouvelles choses, comme je le dis, nous nous ferons fort de vous les faire savoir. Et donc, il n'y a rien de nouveau. Il y a beaucoup qui reconnaissent les faits. Et sachez même qu'il y a un parmi eux, dont je ne citerai pas le nom, qui a même eu à dire qu'ils reconnaissent les faits. Et que ce jour-là, il y avait eu plein d'armements qui avaient été cachés au siège même au siège du GPS. Et qu'en vérité, leur volonté était de faire un coup d'État. Et donc, je crois qu'ayant été confrontés à la justice, ils auront quand même leur part de vérité à dire. Et c'est ce que je dis toujours, le Soroguium, qui aime jouer les tribuns, qui aime jouer les loquaces, je crois que ça aurait été une belle occasion de venir pour essayer sa science, puisque lui aussi, ici, connaît beaucoup de choses et rien à la fois, avec pour seul diplôme son extrait de naissance. Il aime beaucoup parler. Cela aurait été une occasion pour lui de montrer ses talents d'orateur et de finir dans les géoles. Parce qu'en réalité, c'est un gros nul. Je parle du Soroguium, qui pense connaître tout, mais en réalité, qui n'est que l'homme de lui-même et qui est un gros trou vide qui se promène pour faire du bruit. Voilà, c'est ça aussi qui est important. Sarah Cissé disait: salut mon éclaireur, ma proposition est que le jour où le boulanger rentrera, il faudrait imposer le couvre-feu de force. Non, c'est des gens finis, Sarah. C'est des gens qui n'ont pas d'importance. Les gosses, c'est des gens, ils parlent beaucoup, mais quand on en vient au rapport de force, c'est les mêmes à fuir pour dire qu'on nous attaque. Un seul baka, il les a effrayés dans tout Yopougon. Un seul petit bagarre les a effrayés dans tout Yopougon. C'est des gens qui parlent beaucoup, mais ils n'ont rien dans leur pantalon, comme dirait quelqu'un. C'est leur culotte ou bien leur pantalon qui est assez gros. Mais en réalité, comme dirait l'autre, il n'y a rien dedans. Mais nous-mêmes aussi, on ne souhaite pas la violence. Mais on attend ce jour-là où ils vont bander les muscles. On va les dégonfler de la manière la plus violente possible. Et on n'hésitera même pas. Cher Gore, si c'est la violence que vous voulez, nous tous, nous souhaitons ça. Et ce jour-là, on va vous dégonfler comme il se doit une bonne fois. Et à partir de ce jour-là, vous serez désenvoûtés. Vous et votre Laurent Gbagbo. Et donc, que vous le voulez ou pas, les victimes sortiront.
Les victimes iront là où Gbagbo Laurent se trouvera. On va respecter les règles du gouvernement. Si le gouvernement nous demande de ne pas nous réunir à l'aéroport, en ce moment, nous allons respecter les règles du gouvernement, mais nous allons nous réunir chez Laurent Gbagbo. Puisqu'on saura où il partira, et jusqu'à ce que justice soit faite, et que Laurent Gbagbo se retourne devant les tribunaux, et que de la Maca, on puisse discuter de son sort, s'il doit faire ses 20 ans ou ses 30 ans, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, chères victimes, c'est vraiment important. Je le dis et je le redirai, si nous nous taisons ou que nous trouvons des arguments fallacieux pour ne pas faire ce geste-là, alors en ce moment, nous aurons tiré dans nous-mêmes nos propres têtes les balles qui vont nous conduire dans les annales des oublis. Et donc, ne cédons pas, n'ayons pas peur et essayons d'exiger la vérité et la justice pour tous. C'est vraiment important et c'est possible si nous gardons la volonté et si nous maintenons le fait de savoir que c'est possible parce qu'il y a beaucoup de victimes. Il ne servira à rien de rester dans son salon ou dans son quartier pour se plaindre alors que les faits historiques sont là pour nous donner raison aujourd'hui. C'est ça aussi qui est important. Et donc, chers auditeurs, il n'y a pratiquement pas assez de questions. Et donc, je crois que peut-être dans une quinzaine de minutes, s'il n'y a pratiquement plus de questions, je sais aussi que ce n'est pas facile, vu que les gens n'arrivent pas à appeler. Et donc, pour certaines personnes, ce n'est pas évident de pouvoir écrire. Nous nous en excusons. Mais sachez aussi que s'il n'y a pas de questions, je crois que l'actualité aujourd'hui, on a brossé tous les aspects. Voilà. D'ici une quinzaine de minutes, on va fermer pour permettre aux gens, comme on est en pleine semaine, de pouvoir aussi se reposer. Et demain, on pourra reprendre les choses si Dieu nous le permettait. Voilà. Il y a Ami Fofana, la charmante, la belle, qui dit bonsoir l'éclaireur, bonsoir la classe. L'école ivoirienne est malade depuis plus de 20 ans. Les grèves répétées des enseignants ont aggravé la situation. Oui, c'est tout un ensemble de facteurs qu'il faut corriger. C'est vraiment très important. Il y a Irie Leonta qui nous dit ceci. Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Il faut, comme vous l'aviez dit, réformer le système éducatif, mais surtout interdire avec la plus grande énergie les enseignements de devenir des éditeurs. Peut-être qu'elle voulait dire, ou bien qu'il voulait dire, les enseignants de devenir des éditeurs. Ok, donc c'est un avis qui a été lu. Et j'espère que les uns et les autres auront compris. Donc, il n'y a pratiquement plus de questions. Oui, chers auditeurs, vu qu'il n'y a vraiment plus de questions, j'allais vouloir fermer la séance et permettre aux uns aux autres de se reposer. Ça a été vraiment un plaisir comme d'habitude. Et j'espère bien que demain ou dans les autres jours, on pourra avoir plus de questions et plus d'éléments à présenter. Et je vais donc de ce pas vous dire merci. Merci pour la fidélité que vous présentez chaque jour. Ça nous va droit au cœur. Et nous vous disons merci. Et nous allons de ce pas fermer, vu que les questions étaient attendues. Et nous sommes dans la conclusion. Et donc, il y a notre mère Solange Nibavi qui dit que l'État jette un coup d'œil sur la flambée des prix. C'est vraiment important. Et définitivement, la dernière question de notre frère Kambi Bolongo,
Éclaireur, pourquoi Kakabe s'est dirigé rapidement chez Bictoro après sa dernière sortie sur le retour de Laurent Gbagbo au lieu de recadrer Picasse? Kakabe lui-même ne semble pas comprendre, comme nous l'avions dit, le rôle qu'il doit jouer. Et Kakabe semble être aujourd'hui plus même l'arbitre qui soit en faveur des opposants que celui-là même qui cherche à faire une réconciliation véritable. Que Kakabe nous explique sur quelle base sa réconciliation fonctionne et quels sont les objectifs qu'il veut atteindre et qu'il nous montre une feuille de route. Et vous comprendrez que Kakabe n'a pas de plan. Il ne fait que voguer dans le vide en croyant qu'il pourra atteindre des objectifs. Je crois qu'il fait fausse route depuis qu'il a commencé ce ministère. Et tout porterait à croire même que c'est quelque chose qui le dépasse. Voilà, c'est quelque chose qui le dépasse carrément. Mais il est dedans. Et on va bien voir ce que ça va accoucher. Voilà. Et donc, chers auditeurs, nous allons en finir aujourd'hui. J'allais vous dire véritablement merci pour tous les avis que vous avez donnés. Et aujourd'hui, ça a été un peu plus limité dans le temps comparé aux autres jours. Et donc, certainement que demain, on pourra avoir d'autres sujets et d'autres réalités. Cela dû au fait qu'il n'y a plus assez de questions. Et donc, on va gagner en temps. Je vous dis merci. Et je prie pour que la grâce de Dieu et sa miséricorde puissent quand même nous couvrir tous, afin que demain soit un nouveau jour où nous allons nous retrouver pour essayer de décortiquer d'autres aspects de la politique ivoirienne. Je vous dis merci et bonne soirée à chacun et à chacune.